Il me semble cependant que cette conception de la beauté n'est pas l'essentiel de sa théorie. Quelle directive donne-t-il au poète et au peintre, et qu'exige-t-il de l'amateur d'art? Le domaine de la poésie est celui des objets qui se succèdent, ou faits d'éléments qui se succèdent, les actions. Ces dernières sont l'objet propre de la poésie. Si la poésie décrit des corps, c'est qu'ils exécutent une action. De toutes ces affirmations découlent les règles poétiques qui sont hors de notre propos et que Lessing illustre dans des exemples tirés d'Homère. Par contre, le domaine de la peinture est celui des objets coexistants côte à côte ou de leurs parties avec leur qualité visuelle. Selon l'esthétique de Lessing, il ne peut s'agir que de beaux corps humains au mouvement harmonieux. Cependant, les corps existent non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps et peuvent changer au cours de leur existence. Leur aspect transitoire peut donc être considéré comme une phrase d'une certaine action. En ce sens, la peinture peut imiter les actions, mais seulement d'une façon indicative. De plus, elle ne peut montrer qu'un moment de l'action, d'où la doctrine du moment le plus fécond, qui met en question l'unité de la théorie. En particulier, une description ne peut guère traduire la qualité de beaux objets, leur beauté ne relevant, selon Lessing, que du domaine de la peinture, et le poète ne pouvant la révéler qu'indirectement, en décrivant l'impression que fait cet objet sur le spectateur. Cette diatribe contre la poésie descriptive portait un coup sérieux au goût pré-romantique de l'expérience directe, affective de la nature et au rêve d'un homme libéré du pouvoir faux de la raison qui se développait dans la littérature. Conséquent dans sa tendance à purifier l'œuvre d'art de tout ce qui excède son idéal esthétique, Lessing exclut complètement du domaine de l'art sa fonction didactique, traditionnellement primordiale au Moyen-Âge et à l'époque baroque, le docere. Sans s'en rendre pleinement compte des conséquences éventuelles de son purisme, Lessing, fidèle à son attitude de théoricien, exclut de l'art les œuvres créées pour servir des buts non esthétiques, par exemple religieux. Cette attitude est assez inattendue puisque les artistes du XVIIIe siècle travaillaient d'habitude sur commande et que leurs œuvres devaient donc remplir une fonction déterminée, religieuse ou représentative. Or, Lessing prétend que seule une œuvre créée sans pression extérieure peut être considérée comme artistique. Une des contraintes imposées aux artistes est la religion. Une œuvre destinée à une église serait donc objet de culte, mais non œuvre d'art. Pour Lessing, l'art ne devait pas être subordonné à la religion. Il voulait l'en libérer et en faire son égal en poursuivant le but qu'il lui avait assigné, exprimer la beauté visuelle. À ce niveau, le beau constituait une valeur métaphysique et pouvait en fait servir à exprimer la religion. Une religion mal comprise peut seule nous éloigner de la beauté. Le témoignage de la religion véritable, bien comprise, est de nous diriger partout de nouveau vers la beauté, écrivait-il, en conseillant aux artistes de remplacer le squelette hideux par la figure harmonieuse d'un éphèbe antique porteur d'une torche éteinte. Lessing aurait donc aimé éliminer du domaine des arts plastiques toute représentation d'une action quelconque et tout contenu idéologique, mais la peinture contemporaine ne lui permettait pas de défendre sans équivoque des thèses aussi téméraires. Il se justifiait lui-même face à de tels reproches. Tout ce que j'ai dit de la peinture ne concerne que la peinture suivant ses effets supérieurs et spécifiques. Je n'ai jamais nié qu'elle puisse avoir en outre suffisamment d'autres effets, mais j'ai voulu prétendre qu'elle méritait alors moins le nom de peinture. Je n'ai jamais douté des effets de la peinture d'histoire ou allégorique, et j'ai encore moins voulu interdire ces deux genres. J'ai seulement dit que le peintre y est moins peintre que là où la beauté est sa seule fin. Il résulte de cet extrait d'une lettre à Nicolai que le système de Lessing concerne dans sa forme pure sans compromis la peinture envisagée comme fonction autonome. Non seulement il ne rejetait pas la peinture historique, mais il lui a consacré de nombreuses réflexions, en édulcorant un peu sa doctrine par son argument du moment le plus fécond. Cette idée était en germe lorsqu'il soutenait que les corps n'existaient pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Peut-être cette assurance dont il fait preuve quand il oppose si nettement les deux domaines de l'activité créatrice venait-elle justement de ce qu'en élaborant sa doctrine, il s'appuyait sur un raisonnement abstrait quant aux arts plastiques, mais sur une connaissance profonde dès qu'il s'agissait de littérature. Il connaissait peu la peinture ou la sculpture et fort bien les lettres. Il les aimait, il en avait une expérience de lecteur et de créateur.
mais il ne connaissait le groupe du Laocoon que par la gravure. À part cette sculpture, on ne trouve dans son étude aucune autre référence artistique, tandis qu'il use toujours d'exemples littéraires précis qu'il soumet à des analyses approfondies. Un mot de lui en dit long à ce propos. Winckelmann, écrit-il, a puisé ses règles de l'art essentiellement dans les œuvres antiques, mais il était possible d'arriver aux mêmes conclusions par le raisonnement pur. Mais peut-être est-ce justement grâce à la dualité de son attitude envers la littérature et les arts plastiques qu'il a pu le premier et de loin comprendre la nécessité d'appliquer des critères différents dans l'étude de ces deux domaines et dégager ce qui fait en quelque sorte l'essence des arts visuels. On peut grâce à cela considérer Lessing, sinon comme le père, du moins comme un précurseur de la méthode formelle de l'examen des œuvres d'art et du jugement des valeurs autonomes, de la forme dans chaque domaine artistique. La manière dont Lessing pose le problème marque une étape dans le développement de la méthode en histoire de l'art, étape qui mène jusqu'à Burckhardt, qui, parlant de la pensée la plus profonde dans l'idée d'une œuvre d'art, écrit que s'il était possible, en principe, de l'exprimer complètement en paroles, l'art serait superflu et l'œuvre n'aurait pas eu besoin d'être bâtie, sculptée ou peinte. Il faut également assigner à Lessing une place privilégiée dans l'histoire des théories artistiques. Si l'on réfléchit sur son attitude si puriste, la beauté est le but de l'art. Une œuvre d'art n'est authentique que si l'artiste la crée sans aucune pression extérieure. Si elle est gratuite et créée seulement en vue de la beauté, on doit reconnaître que la théorie de l'art pour l'art apparaît pour la première fois dans le Laocoon sur des bases purement abstraites. Et bien que le Laocoon ne soit ni une défense des droits de l'artiste, ni un manifeste réformiste, les thèses qu'il énonce auraient pu servir aux artistes du XIXe siècle, qui furent nombreux à réclamer une totale liberté créatrice, une subordination à des buts purement artistiques et à s'opposer au caractère littéraire de l'œuvre plastique. Autre contradiction, chez Lessing, le théoricien s'oppose à l'historien d'art et à l'archéologue. Dans ce dernier domaine, qui reste isolé dans l'ensemble de ses activités, mais qu'il étudiait comme les autres avec passion, il révèle des qualités opposées à son attitude théorique devant les œuvres plastiques, qualités qui contredisent parfois ses idées sur la beauté, condition essentielle et exclusive de l'art. Lessing écrivait lui-même qu'un connaisseur ne peut jamais s'entendre avec un archéologue, ce dernier s'attachant à tous les tableaux et sculptures que nous lègue le passé, tandis que le connaisseur ne s'intéresse qu'aux œuvres créées librement pour réaliser la beauté. En effet, Lessing théoricien et Lessing historien sont presque deux êtres différents, n'ayant en commun qu'une pensée logique, une science considérable et la passion de la formule polémique. Lessing, archéologue, ignore complètement le côté formel de l'œuvre. Ainsi, d'une part, il envisage l'œuvre d'art comme thème de considération théorique et philosophique. Il étudie son caractère en tant qu'objet représentatif, ayant une structure définie et un but spécifique, mais non utilitaire. De l'autre, l'œuvre d'art est un objet de recherche pour l'érudit qui essaye de la dater d'après les inscriptions et les sources, ou même un document pour l'iconographe ou l'iconologue qui en examine la signification. Il y a souvent dans le Laocoon de tels développements qui relèvent de l'antiquaire. Ils ne sont liés en rien au fil du discours et Lessing confesse même dans son introduction qu'il ne les introduit que parce qu'il n'a pas trouvé meilleure occasion de les publier. Plus tard, irrité du fait que les critiques se sont précisément attardés sur ces questions annexes en délaissant le principal de son étude, il a même songé à les supprimer dans une nouvelle édition qu'il n'a cependant jamais préparée. Ces marginalia regroupaient la polémique avec Winckelmann au sujet de la date du groupe du Laocoon, l'identification de la sculpture du soi-disant guerrier borghese avec Chabrias et plusieurs remarques dans les notes. C'est à partir du Laocoon que Lessing conçut ses principaux ouvrages archéologiques. Les 4 derniers chapitres du Laocoon et les nombreuses notes où l'auteur discute avec divers savants des lectures erronées ou de fausses interprétations de textes anciens nous révèlent un autre aspect de Lessing, peut-être le moins connu et le moins marqué. En plus de ses talents de logicien, de sa clarté d'exposition et de son habileté à classifier, nous découvrons chez lui une science impressionnante de la littérature classique et théorique et une connaissance peu à peu complète des ouvrages d'érudition contemporains. Sa remarquable technique scientifique et sa prodigieuse mémoire ont fait de lui un dangereux adversaire,
dans les querelles d'érudition, au moment même où une connaissance approfondie des lettres classiques était le premier devoir d'un érudit. En utilisant les textes, Lessing date le groupe de Laocoon tout autrement que Winckelmann, et il faut admettre que les résultats de son étude approchent plus la vérité que les écrits de ce dernier, où l'analyse stylistique se fonde sur un enthousiasme subjectif. Il a transpercé la bêtise, traqué le mensonge, fustigé l'asservissement et la paresse de l'esprit. Il a défendu la liberté de la pensée avec un soin grave et respectueux. Thomas Mann. Les contemporains de Lessing le considéraient comme le plus éminent critique d'art allemand, mais dans une histoire de la critique d'art telle que nous la concevons aujourd'hui, son nom n'est guère cité, et pour cause. Ses écrits sont toujours étrangers à l'art contemporain, qui nous semble généralement le domaine essentiel de l'activité critique. On n'y trouve pas non plus d'analyse d'œuvres d'art antiques d'après leur valeur formelle. Lessing était toujours moins sûr de lui devant une œuvre que devant un texte. Il a même écrit dans le Laocoon qu'il n'avait pas le courage d'avancer dans son raisonnement avant de connaître l'opinion d'un connaisseur de l'art antique tel que Winckelmann, parce que spéculer sur l'art à partir de notions générales risque de nous entraîner à des divagations tôt ou tard contredites, à notre grande confusion par les œuvres elles-mêmes. Ce n'étaient pas ses qualités de critique qui assuraient à Lessing une position éminente parmi les écrivains d'art. Seuls lui ont permis de jouer un rôle de réformateur dans la confusion d'idées de la théorie artistique du XVIIIe siècle, et seuls nous permettent d'utiliser ces formules jusqu'à nos jours. Son intelligence perspicace, son bon sens, la définition nette et précise de ses concepts, sa passion du classement. Ces qualités nous révèlent déjà dans ses premières œuvres, dans le traité qu'il a écrit en collaboration avec Mendelssohn, où il aborde la question de la frontière entre la poésie et la philosophie. Dans son étude écrite 4 ans plus tôt, il avait fait de même pour la fable et l'épigramme. Des méditations analogues ne manquent pas non plus dans sa correspondance des années qui précédèrent le Laocoon. On y lit notamment son projet de délimiter ce qui revient à la poésie épique et ce qui a trait à la tragédie. Polémiste né, discuteur passionné, il appréciait la valeur d'une critique sage et affirmait devoir tout à la critique. En tant que savant, il était antidogmatique par principe, et c'est en cela que réside d'abord la modernité, l'actualité et l'intérêt constant de son œuvre scientifique. Qui éprouve encore le besoin aujourd'hui de discuter Winckelmann? Et pourtant, Winckelmann était à son temps beaucoup plus apprécié et connu que Lessing. Scientifiquement, Lessing préférait la recherche au résultat. Dans l'étude de l'Antiquité, il y a souvent plus d'honneur à trouver le vraisemblable que le vrai. L'un exige le travail de notre esprit tout entier, l'autre peut parfois n'être découvert que par un heureux hasard, écrivait-il. On retrouve souvent les marques de cet intérêt qu'il portait au processus même du raisonnement. Il lui arrivait, dans une polémique, d'accepter comme par jeu la position de son adversaire, de lui souffler des faits nouveaux pour appuyer sa thèse. Cette tendance ou méthode est sensible dans le Laocoon. Les changements qu'il lui a fait subir au cours de sa rédaction en témoignent. D'abord, il voulait d'emblée attaquer son lecteur avec sa thèse principale, la poser dès la première page. Plus tard, ayant changé d'avis, il a déplacé les formules décisives vers le milieu du livre, préparant peu à peu le lecteur à les admettre et le menant par le chemin de son propre raisonnement. Lessing tenait la polémique pour un bon moyen d'accéder à la vérité. Mais la vérité, dit-on, y gagne si rarement. Si rarement, supposons qu'aucune polémique n'ait jamais fait surgir la vérité. Pourtant, la vérité aura gagné à chaque polémique. La polémique a nourri l'esprit critique, elle a constamment ébranlé le préjugé et l'autorité, bref, elle a empêché le mensonge fardé de s'asseoir à la place de la vérité. On peut appliquer à Lessing les mots de Herder, qui le nommait chercheur de la vérité, connaisseur de la vérité et combattant de la vérité. Cette recherche passionnée de la vérité ne l'a jamais fourvoyé au point de lui faire croire qu'il la possédait. Son sens critique et son intelligence perspicace, grâce auxquelles il voyait si clairement les insuffisances d'autrui, lui permettaient aussi de considérer ses propres idées comme des hypothèses et de réclamer du lecteur qu'il les traitât avec esprit critique, avec méfiance même. Son sujet lui importait toujours plus que sa personne propre. La preuve en est sa satisfaction, nullement partagée par ses amis, à la lecture du compte rendu de Herder, qui était rien moins qu'enthousiaste et témoignait même d'une certaine incompréhension.
Avec la même franchise, Lessing admettait l'influence de Diderot sur l'évolution de son goût. Sans le modèle et l'enseignement du français, il ne serait développé différemment. Il se serait développé différemment, dans une direction peut-être plus personnelle, mais peut-être pas telle que sa raison soit finalement satisfaite. Il était toujours disposé à apprendre d'autrui, à sacrifier ses propres jugements quand on lui opposait un argument raisonnable, un savoir profond. Mais en même temps, il était sans pitié pour l'ignorance, les idées étroites, la mauvaise volonté. Seule la censure pouvait faire taire un homme toujours aussi prompt à s'exposer. Son tempérament combatif, si dangereux pour ses adversaires, s'alliait à une autre qualité apparemment contradictoire, mais qui fut l'une des sources de son attitude scientifique, le scepticisme créateur. La belle profession de foi de ce sceptique, souvent cité, le définit à merveille. La valeur de l'homme ne réside pas dans la vérité qu'il possède ou qu'il croit posséder, mais dans la peine sincère qu'il assume en la cherchant. Car ce n'est pas la possession, mais la recherche de la vérité qui accroît ses forces. Là seulement gît le progrès constant de sa perfection. La possession rend tranquille, paresseux, orgueilleux. Si Dieu tenait dans sa main droite toute la vérité, mais dans sa gauche le besoin toujours vivant de vérité, dût-il ne rapporter que l'erreur, chaque fois et toujours. Et s'il me disait « choisis », je me jetterais humblement sur sa main gauche et je dirais « donne, Père, car de toute façon la pure vérité n'est que pour toi seul. Yolanta Białystok.